Après, est-ce que l'argent qui est confié à la Cour pour fonctionner, est-ce qu'il est bien utilisé? D'une certaine manière, non. Parce qu'aujourd'hui, la Cour ne fait pas le tri dans ses missions. Voilà. Elle ne fait pas le tri de sa mission, elle assume beaucoup trop de choses, elle publie énormément de rapports, de plus en plus. Et en interne, et ça on me l'a dit à plusieurs reprises, mais on n'aime pas trop que ce soit répété, la Cour en fait prend un peu tout. Elle est un peu, voilà, elle est un peu grisée par ce statut qu'elle a aujourd'hui d'être très influente, d'être un peu écoutée comme un oracle. Et donc, elle produit énormément de rapports, elle ne fait pas le tri dans les missions, elle passe beaucoup de temps sans doute à contrôler des organismes avec très peu d'enjeux financiers. Et d'une certaine manière, elle gaspille donc du temps, du personnel, des magistrats qui vont travailler pour aller vérifier tel ou tel organisme. Peut-être faudrait-il, à budget constant, qu'elle se recentre sur les contrôles qui en valent vraiment la peine, où il y a des gros enjeux financiers, plusieurs milliards, plutôt que continuer à vérifier des petits services ou des petites missions aujourd'hui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la Cour veut continuer à fonctionner. D'ailleurs, les finances publiques sont ce qu'elles sont aujourd'hui en France, avec une enveloppe qui est constante. Et donc, enveloppe constante, elle est aujourd'hui contrainte de faire des choix si elle veut continuer à bien assumer ses missions. Alors ça, c'est un des premiers points qui vous a interpellé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, ce qui m'a interpellé et intéressé à la Cour, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que je me suis, comme je vous l'ai dit, intéressé au corps des magistrats de la Cour. Les corps de la magistrats de la Cour sont pour la plupart des énarques, qui sont sortis, comme on dit, dans la botte, c'est-à-dire dans les premiers, dans les 17 premiers, et qui ensuite ont choisi, parmi les 3 grands corps de l'État connus, l'inspection générale des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Bon. La Cour des comptes est souvent un deuxième ou un troisième choix, ceux qui sont vraiment dans les premiers qui choisissent souvent l'inspection des finances. Bon. Donc on est là face à l'élite administrative. Ces gens-là sont ensuite, après 4 années obligatoires à la Cour des comptes, sont appelés à aller, comme ça, gérer, se retrouver dans des hauts postes dans l'administration. Et donc, toute leur carrière, ils vont faire des allers-retours entre leur maison d'origine, la Cour des comptes, mais c'est pareil aussi au Conseil d'État et à l'IGF, à l'Inspection Générale des Finances, ils vont faire des allers-retours entre l'administration, parfois le privé, et la Cour des comptes. Et parmi ces gens-là, on trouve aussi beaucoup de gens un certain nombre de gens en tout cas, qui ont fait carrière en politique et qui ont fait aussi des allers-retours. Donc on trouve, par exemple, on a, je dis 2 anciens présidents de la République quand même, qui sont issus de la Cour, qui ont débuté après l'ENA à la Cour des comptes, c'est Jacques Chirac et François Hollande. On a aussi des gens comme Pierre Joxe, qui a été ministre plusieurs fois sous François Mitterrand, Philippe Séguin, qui en fin de carrière, après avoir tourné la page de la politique, sont retournés dans leur maison d'origine, mais cette fois comme premier président, qui ont marqué, ces 2 personnalités très fortes, qui ont marqué la Cour au cours des 20 dernières années. Et on a aussi, plus faiblement, des hommes politiques, des élus, qui se sont fait nommer ensuite, au gré des nominations, se sont fait nommer à la Cour des comptes. Voilà. Donc on a un certain nombre d'hommes politiques qui sont aujourd'hui encore, qui exercent aujourd'hui encore des mandats locaux, qui sont parallèlement magistrats à la Cour des comptes. Et là on arrive sur un autre sujet, qui est le sujet de la déontologie, parce que ces magistrats sont censés être indépendants, mais certains exercent encore en qualité d'élus. Alors il y a tout un système où les magistrats, lorsque ça touche un sujet qu'ils connaissent, doivent se déporter, etc. Bon, il y a tout un système qui est à peu près organisé, mais on est quand même beaucoup sur la tradition orale. Et c'est une petite maison, c'est un petit milieu, et parfois il se peut qu'il y ait un risque de conflit d'intérêts. Et donc c'est ce que j'aborde aussi dans mon livre. C'est ça, le réseau, l'influence. On est quand même là, à la Cour des comptes, dans le petit milieu de l'élite politico-administrative. Donc les gens qui sont à la Cour des comptes connaissent parce que c'était des camarades de promo de l'ENA ou qui ont fait Sciences Po avec eux. Enfin, on est là dans le petit milieu, donc tous ces gens-là se connaissent. Les magistrats de la Cour vont aller contrôler une administration. Cette administration sera peut-être dirigée à un moment donné par un ancien collègue. Voilà, bon, on est quand même
un peu dans l'entre-soi. Et c'est là finalement les limites de la Cour des comptes. Alors la Cour des comptes, on va vous dire, mais non, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça parce qu'on a nos piliers, notre principe, c'est la collégialité et la contradiction au sein de la Cour. La collégialité, c'est-à-dire que personne n'écrit un rapport tout seul dans son coin. C'est le fruit de la collégialité, c'est-à-dire qu'il y a un contre-rapporteur, il y a des délibérations à plusieurs pour valider le rapport. Donc voilà. Et la contradiction, c'est que les personnes mises en cause, les organismes mis en cause, répondent à la Cour et c'est intégré après dans le rapport. Donc ces deux principes sont censés protéger en quelque sorte le rapport les conclusions de la Cour, de l'arbitraire, du copinage, etc. Mais on n'est pas complètement à l'abri de cela, et c'est ce que dénoncent un peu discrètement, en tout cas de manière anonyme, certaines personnes à la Cour que je cite dans ce livre. Bruno Bottella, ça va être la fin de notre entretien. Avant que ça se termine, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot par rapport à votre livre qui plonge le lecteur dans les coulisses de la Cour des comptes ? Moi, je m'intéresse beaucoup, je l'avais fait avec mon premier livre, aux coulisses des grandes institutions françaises. Ce livre-là va plus loin, je vous dis, que la simple étude, même sociologique, je dirais, du personnel de la Cour, du fonctionnement d'une institution, où finalement, il n'y a que quelques centaines, quelques dizaines de personnes. La Cour, c'est à peu près 400 contrôleurs, d'ailleurs un millier de personnes en tout qui travaillent à la Cour. Ça va beaucoup plus loin parce que, je vous dis, c'est révélateur du fonctionnement de nos institutions, c'est révélateur, je vous dis, de ce qu'est aujourd'hui l'élite administrative en France, et ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses du fonctionnement de nos institutions, des blocages et des questions qui se posent aujourd'hui pour nos hommes politiques. 2 enquêtes ont été faites, envie d'aller dans les coulisses d'une autre Pour l'instant, je suis sur ce livre-là, j'aurais sans doute envie d'aller voir ailleurs, oui, peut-être une autre institution, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, laissons faire. Exactement, ce sera affaire à suivre pour le 3e bouquin. Aujourd'hui, on se concentre sur votre actualité. Je vous remercie de nous avoir consacré du temps pour en parler. Et si on enquêtait sur la Cour des comptes, c'est le titre de votre nouveau livre aux éditions du Moment et en librairie depuis le 5 février. Merci beaucoup. Merci.